Se sortir du sens commun. En fait, l'individu qui se conscientise est appelé à vivre en fonction d'une conscience individuée, donc une impulsion interne de nature vibratoire qui va le guider dans ses actions. Et parfois, on peut être confronté à de la spiritualité qui nous cherche à faire adhérer à des principes de sens commun, comme par exemple, on peut chercher collectivement à favoriser le mieux vivre entre des gens des différentes générations, donc le dialogue intergénérationnel et le principe de dire ah ben c'est bien qu'un jeune discute avec une personne âgée, et ainsi de suite. D'une façon spirituelle, comme vision, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement ajusté. D'une manière vibratoire, si un ego est mis en vibration pour discuter avec un autre, peu importe l'âge qu'il a, s'il est réellement mis en vibration, c'est intelligent. Ce qui n'est pas pareil. Mais le point que je veux faire, c'est que, dans le fond, il y a quelques jours, j'avais été à l'extérieur et, il y a des gens sur la rue avec qui que je discute, puis des fois, il y a des personnes âgées, donc des gens un peu plus avancés en âge que moi, des retraités. Et puis, c'est ça, il y a une d'entre elles qui me parlait là, de sa fille qui était malade, puis c'était pas drôle. Je l'écoutais poliment, mais avec le recul, j'ai réalisé que j'avais, dans le fond, à mettre fin à la conversation parce que ça portait rien de créatif, quelqu'un qui se plaint par rapport à une autre personne, non pas dans l'optique d'explorer un problème pour apporter une solution, mais dans une optique de vouloir avoir de notre énergie, tu sais, nous vampiriser en disant c'est vrai que telle personne fait pitié, c'est pas drôle. Donc, j'en suis venu à la conclusion parce qu'elle parlait d'une fille qu'elle a qui est handicapée, qui a eu un enfant qui est handicapé, et donc, d'une manière politiquement correcte, j'ai pas voulu, dans le fond, créer de choc ni rien, mais avoir su, je me serais éloigné. Je l'ai écouté poliment, puis comme elle voyait que j'écoutais, ben, elle continuait le mouvement de la conversation, mais ça n'apportait rien de créatif. Et il y a des choses dans la vie qui ne sont pas changeables. Donc, si on ne peut pas changer quelque chose, ça ne sert à rien d'en discuter ou d'y réfléchir, car ça ne nous amène pas à agir dessus. Ça nous amène dans un état d'impuissance. Puis dans ce cas-ci, c'est qu'elle a vécu une forme de tristesse insoluble par rapport à ça. À un autre moment donné, je me promenais sur la rue, puis j'avais discuté avec un monsieur. Monsieur racontait qu'il y a il est grand-père, il y a un enfant, puis son enfant a eu un enfant qui est atteint d'autisme, qui est dans sa bulle quand il va chez lui, puis lui, c'est sûr qu'il est contrarié parce que l'enfant, il va manger. Il est tout le temps devant l'ordinateur, il ne discute pas avec lui, il est tout le temps dans sa bulle. Et il est contrarié par rapport à ça. Puis là, il est vu comme un état d'impuissance. Mais je trouve que la personne agit pour régler le problème ou agit pas. C'est sûr que ce serait pas très politiquement correct pour ce monsieur-là de dire, ben là, ton enfant, bon, ça se peut que l'autisme, puis le fait qu'il est dans sa bulle, ça ne change pas. Si ça ne change pas, bon, ben à ce moment-là, c'est soit qu'il l'accepte comme qu'il est, ou il vient plus chez lui. Il n'est pas obligé de venir chez lui non plus, là. Puis là, c'est sûr que là, il me parlait de ça, puis ça fait des années que ça dure, puis il vit un malaise, parce qu'il ne peut pas parler. Ouais, mais c'est soit, dans la vie, ce que je réalise, c'est soit que la personne réfléchit la situation, il regarde si ça peut changer, puis ça peut pas changer, ben dans certains cas, c'est faire des mouvements radicaux, dans le sens que si lui, en tant que grand-père, est indisposé de voir le petit enfant parce qu'il n'est pas capable de converser avec lui ou qu'il est tout le temps devant l'ordinateur puis la machine, ben qu'il arrête de le voir, c'est tout. Les êtres humains sont souvent pris dans des mouvements de réflexion. Ça, c'est 2 exemples de cas. Il y a d'autres exemples de cas. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement, je vous explique, plusieurs années, je suis très sélectif avec les gens que je discute. Là, récemment, je me suis dit, je pourrais m'ouvrir un peu plus aux gens du voisinage, de l'entourage. Je m'ouvre aux gens, puis finalement, ben, c'est quoi? C'est souvent des gens qui vont se sentir victimes, qui vont se plaindre, qui vont se sentir impuissants. Puis les conversations amènent à rien de créatif.
Fait que là, à ce moment-là, puis là, à un moment donné, j'étais en mode, j'ai dit, je vais m'ouvrir aux autres, je vais être moins égocentrique dans un sens, mais finalement, ben, c'est quoi? C'est des gens qui se plaignent, qui aiment ça que je les écoute se plaindre par rapport à des problèmes de nature insoluble, et ça génère un état d'être qui est très triste ou déprimant. J'ai pas l'impression que ces gens-là vont chercher à établir un changement là, par rapport à la dynamique dans laquelle ils se trouvent, là, même si ça serait impopulaire. Dans le sens commun, c'est sûr, pour une famille québécoise, un grand-père qui refuse de voir son enfant, c'est quelque chose de pas politiquement correct, mais si il souffre trop de sa présence puis il est plus capable, ben, à un moment donné, il est mieux de faire ça que de tout le temps se sentir pas bien. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter l'enregistrement et vont dire ben ça n'a pas d'allure de dire ça, mais ça dépend. Chaque personne est unique. Et parfois, il faut agir d'une manière radicale pour sortir du sens commun. C'est sûr que il y a plein de choses dans notre société qui au niveau du sens commun, qui ne tiennent pas la route. Tu sais, je regarde toujours la société d'une manière comme étant une structure vibratoire en voie d'évolution. Là, présentement, la société humaine est en voie d'accélération relative aux échanges d'informations par rapport au phénomène de la mondialisation. Avec le développement des nouvelles technologies, les échanges internationaux. Donc, il y a une forme de dynamisation, mais ça se fait avec la mémoire morte, dans le sens que c'est en fonction du mémoriel qui tue par rapport à différents individus qui sont amenés à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, et il y a très peu de matériel créatif qui va amener une impulsion énergétique qui va créer des changements au second niveau. Donc, si je regarde ma vie avec mon esprit, ben c'est de m'organiser, de me préserver sur le plan vibratoire. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent me regarder si je parle pas, parce que je vis dans une ville, c'est plutôt campagne. Donc habituellement, les gens se saluent. Il y a des gens qui vont discuter avec les autres sur la rue. Il y a un voisin. Donc là, je parle beaucoup de voisinage parce qu'au moment que je fais l'enregistrement, on est au mois de juin. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur. L'été ne dure pas longtemps ici au Québec, donc c'est quelques mois où il y a de la chaleur et après ça, les gens sont à l'intérieur de chez eux. Donc là, c'est comme une espèce de blitz ou de sprint là, pour faire des activités extérieures. Il y a beaucoup de gens qui vont se baigner là, c'est comme une folie. Là. Les gens vont aller à la piscine et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, parce que le reste de l'année, ils ne peuvent pas se baigner à l'extérieur parce qu'il fait trop froid, à la différence de d'autres endroits dans le monde. Mais bon, à un moment donné, j'ai un voisin, il m'accoste, puis là, il me parle, parce que lui, il aime l'Antiquité, puis il est passionné par rapport à ça, puis il déborde par rapport à ça. Puis là, il me parle des objets antiques qu'il va acheter. Il montre des photos sur son téléphone intelligent. Moi, j'ai rien demandé, là. Mais il parle de tout ça. Imagine si j'aurais approché ce gars-là pour lui parler de conscience supramentale alors qu'il m'a rien demandé. Il aurait peut-être vécu des chocs, là. Mais je n'étais pas mis en vibration pour faire ça, puis je ne l'ai pas fait, heureusement. Bon, j'ai écouté pendant un certain nombre de minutes parler d'antiquité, puis les choses qu'il collectionne, puis qu'il va acheter sur Internet. C'est ses affaires à lui, là. Mais tout ça pour dire quoi? Ben, le principe de la politesse, de l'écoute pour faire preuve de politesse au niveau spirituel, faire plaisir aux autres, c'est pas tout le temps un gage d'intelligence. Ça peut être un gage de se faire vampiriser ses énergies vitales par autrui et, dans le fond, une forme de perte de temps. Parce que, dans le fond, soit que la communication peut participer à nous élever vibratoirement, nous maintenir dans un statu quo ou nous abaisser vibratoirement. Et d'accompagner quelqu'un qui se sent victime, pour reprendre les cas auxquels je faisais allusion tantôt, qui cherche à rester là-dedans à être entretenu dans cette ambiance-là d'une manière sans s'en rendre compte. Ces gens-là sont bien intentionnés, sont confrontés à des souffrances, puis ils réfléchissent, puis ils souffrent. C'est comme un cercle vicieux sans fin. Donc, des gens avec le mental léger, le mental libre, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Des gens qui ont accès à une conscience vibratoire non plus.
Et à ce moment-là, c'est quoi? Ben, c'est quoi que soit que la personne, elle s'isole, elle reste à écouter des enregistrements en lien avec la conscience dans sa bulle, puis quelques individus, ou elle va vers les autres, puis ça va vers les autres, ben, faut tout le temps regarder si on a la vibration d'aller vers eux. Donc, c'est sûr que composer avec l'esprit, ça demande de la patience, parce qu'il y a des lois d'énergie. Il y a un timing pour toute chose, mais le timing n'est pas au niveau du collectif, au niveau des gens. Donc, la période de temps où doit s'actualiser des choses est déterminée par l'esprit. Donc, il faut composer avec de la patience, puis dans un sens qui n'est pas nécessairement commun, parce que dans le sens commun, on voudrait, par exemple, que tous les gens de notre environnement soient heureux pour des raisons de désir spirituel, mais au niveau de l'esprit, ça peut être intelligent qui souffrent parce que la souffrance peut les amener à connaître des changements vibratoires puis à remonter en puissance de volonté, de contestation, de colère. Dans le sens que la personne qui, à un moment donné, devient tannée de se faire marcher ses pieds par une autre personne, c'est possible qu'elle se fâche et modifie le rapport relationnel avec l'autre personne en fonction d'une impulsion interne qui va amener un changement durable à long terme, alors que si une personne extérieure propose à ce qu'il y ait un changement, et que ça vient pas de la personne, ben le changement va pas nécessairement s'actualiser. D'ailleurs, ça me fait penser, récemment, j'ai discuté avec une personne qui, à quelque part, maîtrise beaucoup le domaine de la philosophie. Donc, d'une manière autodidacte, je discutais, c'est un gars qui a étudié là, depuis son enfance là, la philosophie. Et bon, chez lui, il y avait une bibliothèque remplie de livres. Là. Il y avait Platon, il me raconte qu'il a lu ça à 12 ans. Ensuite, dans les années qui ont suivi, il a lu le philosophe Nietzsche. J'en ai lu plusieurs. Puis là, quand je le rencontrais, il me citait des passages philosophiques. Alors, ce gars-là, il n'a pas fait d'études universitaires en philosophie. Il n'a même pas complété les 4 cours du cégep en philosophie ici au Québec pour qu'une personne ait une technique, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales. Donc, ça, c'est après le primaire et le secondaire qui permet à la personne, si c'est une technique dans un secteur d'activité, de spécialiser par rapport à ce dernier. Il doit être obligé de faire 4 cours de philosophie. Or, si la personne, par exemple, fait une technique en éducation spécialisée pour faire de la relation d'aide par la suite, puis la personne n'aime pas la philosophie, mais qu'elle est obligée de faire le cours, ça se peut que pendant le cours, elle étudie pour être capable de répondre aux questions d'examen et ensuite écrire un texte pour une dissertation sur un sujet à caractère philosophique, mais après ça, c'est pas entretenu. Tandis que le gars que je parle, il a pas, en fait, il a arrêté ses études au primaire. Il n'a pas complété son secondaire. Et il était capable de me citer des philosophes là, comme Platon, Socrate, Frédéric Nietzsche, ainsi de suite. À la différence de quelqu'un qui a fait 4 cours spécialisés en philosophie. Et ce qui m'est venu en tête, c'est qu'en réalité, pour maîtriser une science ou quelque chose, il faut que ça soit au sein de l'individu. Donc, la société peut imposer, dans une perspective de bien-être, de bien faire, un format, comme dire, c'est bien que les jeunes au Québec aient une éducation à caractère philosophique pour développer une capacité d'argumentation, d'analyse, de discernement, de faire preuve d'esprit critique, et ainsi de suite. Donc, une certaine culture générale, ce qui fait que des cours de philosophie sont imposés aux élèves. Mais si la personne ne possède pas déjà au préalable un esprit à caractère philosophique, ben à ce moment-là, la personne va faire les cours. Ça se peut qu'elle passe les examens, qu'elle les réussisse en mémorisant d'une manière ponctuelle l'information. Mais après ça, 10 ans après ou 20 ans après, parle-lui pas des philosophes, elle s'en rappellera plus. Dans ce que lui, il procède régulièrement à des remémorations actives de citations de philosophes alors qu'il n'a pas de culture philosophique. Et ça ne lui a pas été imposé d'étudier les philosophes, ça vient de lui. Donc c'est quelque chose d'intrinsèque à son état de conscience. Et s'il y a la vibration pour ça, ben à ce moment-là, c'est facile pour lui d'exceller dans la compréhension philosophique. Et ce gars-là, quand que je l'ai rencontré, qu'est-ce que ça m'a indiqué?
c'est qu'en réalité, la personne à l'intérieur d'elle-même, qu'elle passe par le système académique officiel, donc le système d'études officielles ou pas, si c'est en elle l'esprit philosophique va se manifester, puis elle va lire des lectures de philosophes, puis elle va retenir ça avec beaucoup de facilité. Parfois, dans le système éducatif, il peut y avoir des jeunes qui vont dire « Ah, j'ai pas de mémoire, je me rappelle pas des tables de multiplication, je me rappelle pas de comment accorder les verbes là, en français, et ainsi de suite. » Puis la même personne, 2 minutes après, elle discute avec un ami, puis est capable de se rappeler les noms de différents joueurs de hockey. Ou ça peut être aussi, si la personne elle aime la musique, le nom de chanteur. Or, ça prend une capacité mémorielle pour être capable de se rappeler des noms de joueurs de hockey ou de chanteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a une mémoire, mais elle se rappelle bien ce qu'elle veut se rappeler parce qu'elle va se rappeler les choses en fonction de qu'est-ce qu'elle aime. Donc, si elle aime plus les joueurs de hockey que les philosophes, ben c'est normal que elle va davantage retenir l'information qui s'y rapporte. Et pourquoi qu'on se rappelle plus de choses que d'autres? Parce que notre esprit va être polarisé en fonction de certains éléments qui sont relatifs au contexte astral dans lequel on vit, auquel on peut associer certaines émotions favorables. Donc, si la personne, c'est un plaisir de vie pour elle de regarder une partie de hockey parce qu'elle vit ici au Québec et elle a un héritage familial où les parents lui regardaient avec elle dès sa jeunesse des parties de hockey à la télévision, puis elle a appris et a été conditionnée à aimer ça. Donc, à ce moment-là, ça va être facile pour elle de retenir l'information. Même chose au niveau philosophique. Des fois, ça peut être l'influence des parents, mais ça peut être une influence aussi, et c'est ça qui est intéressant, intrinsèque à la conscience de l'individu. Donc, sortir du sens commun, ben, l'individu auquel je fais allusion par rapport à la philosophie, il a tout appris d'une manière autodidacte. Et ce que je constate, parce qu'au fil du temps, j'ai discuté avec des gens qui ont des techniques, qui ont des formations universitaires, des gens aussi qui n'ont pas d'études, mais des gens de différentes classes de la société sur le plan éducatif. Puis finalement, je me rendais compte que ce gars-là avait une compréhension à caractère philosophique plus poussée que des gens qui ont fait des études collégiales qui comportent 4 cours de philosophie ou certaines personnes même qui ont réussi des formations universitaires. Et j'en suis venu à la conclusion qu'à quelque part, tout le système éducatif où ce qu'on va formater les gens dans un sens commun que chaque personne devrait avoir un minimum de base en philosophie, en mathématiques, en histoire, pour bien faire, qu'on impose aux gens dans les buts de les modeler puis de les programmer en fonction d'un agenda qui se veut à quelque part propice à une forme de socialisation ou de maturation ou de développement d'une forme de sagesse. Eh bien, tout ça a ses limites parce qu'il y a toujours la question de la vibration individuelle qui entre en ligne de compte. Et c'est sûr que, dans le fond, ce qui était particulier, c'est que le gars auquel je fais allusion, il a une mémoire phénoménale. Sur différents éléments scientifiques plus poussés que des gens qui ont fait des études supérieures à l'université. Mais, paradoxalement, au niveau académique ou standard, il n'a pas fait beaucoup d'études. À un moment donné, il me racontait que quand il était jeune, au primaire, lui, il avait, dans le fond, appris par lui-même à faire des divisions et dans le système éducatif, on lui a demandé de faire des multiplications avant les divisions. Puis lui, il ne comprenait pas nécessairement la logique. Parce que lui, il voyait ça comme étant les deux aspects d'une même chose en matière d'utilisation de chiffres mathématiques. Mais c'était un programme qu'il devait suivre. Puis il a dit, pourquoi que je serais obligé de faire de la multiplication maintenant? Je connais déjà la division. Je voulais faire de la division avant, vu que je connais ça, pour ensuite aller vers la multiplication que je connais pas. Non, son enseignant a dit non, on fait ça, telle chose dans tel ordre. Puis là, il était contrarié parce que ça n'allait pas dans le sens de son rythme naturel. Et par la suite, c'est sûr que il était en désaccord avec le système éducatif, puis il a mené des études d'une manière autonome et autodidacte dans plusieurs secteurs de la science.
J'ai discuté avec lui pendant plusieurs minutes. Je m'amusais à lui poser des questions par rapport à différents secteurs. Pas juste la philosophie, là, bien qu'il excelle là-dedans. Et il me trouvait des réponses. Il avait une mémoire phénoménale. Et ce qu'il me disait, il y a des réflexions intéressantes, pour ça que je vous en partage un peu. Il me dit, le problème de l'époque actuelle, c'est qu'avec le téléphone intelligent, on fait des enfants, des êtres dépendants et sous-développés au niveau psychologique. Pourquoi? Ben parce que avec le téléphone intelligent, au lieu que la personne apprenne à étudier puis à mémoriser l'information, ben la personne se fie au téléphone intelligent pour lui rappeler les rendez-vous. Donc, au lieu de faire du calcul mental, la personne se fie sur le téléphone pour faire les calculs. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on est en train de faire, parce qu'il s'intéresse aussi à l'anthropologie, différentes sciences. Donc, en société, on est dans une forme de fragilisation des individus en relation avec l'utilisation à répétition de téléphones intelligents comme béquille de connaissances. Donc, l'individu, au lieu de se référer à lui-même, il se réfère au téléphone intelligent. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, si le téléphone intelligent manque, ou que tout le réseau qui sert à transmettre des informations aux différents téléphones est mis en échec, ben à ce moment-là, l'individu qui a développé une forme de dépendance par rapport à ça, il est dans le pétrin, alors que l'individu qui se réfère toujours à lui-même, et non pas une encyclopédie en ligne comme Wikipédia, bien qu'elle peut avoir son utilité, ben, c'est-à-dire que tant qu'on se réfère, mettons par exemple, il y a une personne qui a une question, il va poser la question au téléphone pour avoir la réponse. Or, l'individu qui est autodidacte, qui a une conscience vibratoire, il se pose la question lui-même, est-ce que je devrais faire ci, je devrais faire ça? Il peut se référer à du mémoriel par rapport à de la forme, mais ultimement, la décision doit venir de lui, s'il veut acheter une maison, une auto, et ainsi de suite. Donc, une autonomie psychique plutôt que le centre décisionnel soit sur le téléphone intelligent, puis que, à quelque part, l'individu agit en fonction d'une intelligence extérieure à lui. Dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle, qui est à quelque part une intelligence qui est en relation avec la société qui se développe, la société qui évolue. C'est sûr qu'à chaque fois que l'individu interagit avec une intelligence qu'on dit artificielle, ben simultanément, ben c'est tout le réseau de l'intelligence qui en bénéficie et qui s'ajuste à l'individu qui recueille des informations sur lui. Donc, à ce moment-là, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que l'individu est manipulé puis influencé par de la technologie. Et si l'individu met sur un piédestal l'intelligence artificielle, comme autrefois il mettait sur un piédestal l'intelligence d'un philosophe, d'un prêtre, d'un médecin, ben ça garde l'individu dans un état de dépendance par rapport à un outil de support extérieur à lui, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable. Mais tout ça pour dire que la personne que je parle qui s'est développée de manière autodidacte, qui a une mémoire phénoménale, de ce que j'ai discuté avec lui, ben tout ça, c'est que c'était en lui. Et à quelque part, j'en suis venu à la conclusion que la société qui cherche à formater des individus, les programmer pour qu'ils excellent en philosophie, en mathématiques, en français. Cette volonté d'imposition, quelque chose de mur à mur dans un cursus éducatif, que ce soit des études au cégep, à l'université, avec un programme avec des cours prédéterminés, non négociables, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de la nature des individus, de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux réellement. Et en quelque part, c'est un manque de respect d'imposer des choses. C'est sûr que pour que les gens vivent en société, ça prend un code commun. Prenons par exemple la langue qui nécessite une maîtrise minimale. Tant aussi longtemps que l'individu n'est pas composé d'individus qui fonctionnent d'une manière interreliée sur le plan psychique en relation avec une conscience vibratoire, tant que la conscience vibratoire n'est pas uniformisée au sein d'une population, à ce moment-là, c'est intelligent qu'il y ait un code commun au niveau de la forme. Parce que tant qu'il y a des individus qui fonctionnent sur le plan psychologique, on est obligé d'utiliser la forme, c'est-à-dire les mots pour transiger avec eux. Le jour où tout le monde aura une conscience vibratoire, à ce moment-là, l'utilisation de supports symboliques que représentent les formes ne sera plus nécessaire. Parce qu'on sera rentré dans un autre temps. Et rendu dans ce temps-là pour l'humanité, bien, il y aura des changements. C'est sûr qu'à ce moment-là, si on n'a plus besoin d'utiliser des mots pour parler,
parce que les échanges se font d'une psyché à l'autre par une communication d'une vibration, ou devrais-je dire l'interception d'une vibration commune qui provient d'un plan de réalité qui va activer les individus. À ce moment-là, le rapport à la langue échangée est modifié. Les gens sur la Terre qui s'en rendent compte ou non sont un petit peu à l'image d'auto-téléguidés. Récemment, je marchais dans la rue et je voyais quelqu'un utiliser une auto-téléguidée avec une grosse antenne qui dépasse. Et quand que je voyais ça, j'ai dit, les êtres humains, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on est des êtres qui reçoivent d'un autre niveau de réalité. Donc l'individu, par exemple, qui a une télécommande dans les mains, des impulsions pour se déplacer d'une direction à l'autre. Et l'individu qui est téléguidé par le plan astral va commettre certaines actions, et celui du plan éthérique d'autres actions. Et tout dépendant quelle influence qu'il subit. C'est sûr, au niveau de la pensée, si on part du principe que la pensée n'est pas produite par le cerveau de l'être humain, mais qu'il l'intercepte à l'image d'un téléphone cellulaire ou d'une radio, bien à ce moment-là, tout dépendant, c'est qui est aux commandes des impulsions, un peu comme la personne qui est aux commandes de l'auto électrique ou téléguidé, devrais-je dire, l'auto-téléguidé, parce que l'auto-téléguidé est guidé à distance avec une antenne qui reçoit des informations qui va diriger le véhicule dans une direction plutôt qu'un autre. Bon, mais l'être humain qui est inconscient va être téléguidé malgré lui, sans s'en rendre compte, par des forces qui lui échappent. L'individu qui se conscientise et voit la manipulation, qu'il y a certaines forces qui cherchent à l'amener à se diriger dans une direction plutôt qu'une autre. Et c'est sûr que la télécommande qui sert à diriger un véhicule peut être piratée. Et quelqu'un aussi d'autre peut diriger le véhicule et le prendre sous son contrôle. Dans le sens que si on prend par exemple, prenons la guerre qui se déroule en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Il y a deux puissances qui utilisent des drones. Et c'est sûr que si, par exemple, les drones peuvent être piratés dans les signaux qu'ils reçoivent, ça peut empêcher les drones de bombarder certaines positions par rapport au fait qu'à ce moment-là où ils sont bloqués pour accéder, c'est-à-dire que les informations qu'ils reçoivent sont bloquées, ça peut faire une grande différence, parce que ça peut faire la différence entre un drone qui va attaquer une position prédéterminée par un ennemi par rapport à un autre. Si le drone est bloqué en situation de vol par un missile ou est intercepté par d'autres individus qui vont utiliser des moyens techniques pour contrecarrer certains mouvements. Pourquoi par exemple des missiles sont envoyés sur des drones pour les détruire? C'est parce que derrière les missiles et les drones, il y a des forces en opposition. Puis derrière les forces en opposition, il y a des individus. Puis derrière les individus, il y a des mouvements de pensée astraux qui se nourrissent de les émotions générées par les individus et de la dualité, qui en tirent profit. Donc, autrement dit, tant qu'il y a du parasitage énergétique d'individus, à ce moment-là, la guerre est possible. Mais si tous ces gens-là étaient sur la même longueur d'onde, parce qu'ajustés par le plan de l'esprit, il n'y aurait pas de guerre. Il y aurait des gens qui vivent et œuvrent en fonction d'une unicité de conscience. Et qu'est-ce qui empêche une unicité de conscience entre des gens de différents peuples? C'est le fait que les individus qui les composent, ces peuples, ont des orgueils qui manquent d'ajustement car sous influence astrale. Est-ce que l'esprit du jour au lendemain peut consécuter ces mouvements? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est pas tous les esprits qui sont capables, tous les égos qui sont capables de contenir l'énergie de l'esprit. Pourquoi? Parce que les égos ont des niveaux de conscience relatifs et sont des structures énergétiques qui sont à différents niveaux en voie d'ajustement. Pourquoi ils sont en voie d'ajustement? Parce qu'ils ne sont pas intégrales. Pourquoi ils ne sont pas intégrales? Parce qu'ils ne peuvent pas contenir intégralement l'énergie de l'esprit. Mais éventuellement, l'esprit va travailler les différents égos d'êtres humains sur Terre pour que ça puisse se faire. Mais en même temps, l'esprit ne fera pas ça du jour au lendemain, parce que si l'esprit infuse trop d'énergie au sein d'égos d'une collectivité, ça va amener les gens à sombrer dans des états de folie ou de dépression. Fait qu'il faut qu'il y ait un peu d'intelligence qui dynamise une société, mais pas trop. Mais s'il n'y en a pas assez, qu'est-ce qui va arriver avec une société? C'est qu'elle va connaître un état de déchéance, un état de déclin.
l'une des raisons qui fait en sorte qu'on a des civilisations qui sont cycliques, c'est-à-dire qui connaissent un état d'apogée et à un moment donné un état de déclin d'une manière successive, c'est le manque de constance dans l'intégration de l'énergie nouvelle qui provient de l'esprit, c'est-à-dire du plan éthérique. Donc, pourquoi il y a un manque de constance par rapport aux égos qui composent une collectivité? C'est parce que les égos ne sont pas capables de contenir l'énergie. Et pourquoi ils ne sont pas capables de contenir leur énergie, l'énergie de l'esprit? Parce qu'ils sont immatures. Et la raison de leur immaturité, ben, c'est parce qu'à quelque part, ils sont en voie de développement. On ne peut pas demander à un enfant de se comporter avec la même maturité qu'un adulte. Et c'est la même chose par rapport à des êtres qui appartiennent à une civilisation. Mais l'esprit œuvre toujours à travers différents individus multiples pour ajuster les choses avec le temps. C'est un travail de longue haleine. Des fois, l'esprit est confronté à choisir le moindre mal par rapport à un ego, une collectivité. Le moindre mal, encore là, je le parle, mais ça doit être ajusté. C'est pas dans un sens moral, mais c'est dans un sens énergétique, c'est-à-dire, je vais le reformuler. Donc, c'est quoi que fait l'esprit? Ben, il cherche à ajuster les individus, mais en même temps, il veut pas que ces individus-là soient dans un état de dépression, qu'ils soient dysfonctionnels, qu'ils soient plus capables de travailler ou s'occuper de leur famille. Donc, il faut qu'il amène de l'énergie qui crée des chocs, mais il faut pas qu'il y ait trop de chocs, parce que sans ça, l'individu, il sera pas capable de se relever. Donc, une question de dosage. Puis le dosage, c'est propre d'un individu à l'autre. Et c'est sûr que si un individu réfléchit le dosage que là l'autre, ben c'est sûr que dans certains cas, il peut être contrarié, dans le sens qu'il peut dire, ben c'est injuste parce que moi je souffre plus que mon voisin. Sauf que ce qu'il ne se réalise pas, ça se peut qu'il souffre plus de son voisin, d'une conscience vibratoire qu'il travaille, qu'il pénètre, précisément parce que le voisin n'a pas la contenance par rapport à cette énergie et que ce serait une perte de temps que cette énergie effectue un travail auprès de lui. Donc, dans un sens, même s'il ne sait pas, à travers sa souffrance, qu'il amène une transmutation énergétique, à quelque part, il est privilégié parce qu'il va avoir accès à des capacités psychiques qu'a pas son voisin. Dans le sens que si l'individu est en communion d'esprit avec l'esprit dans un état avancé d'intériorisation, bon, ben à ce moment-là, cette personne va être capable de avoir des comportements alignés en harmonie avec une conscience créative à la différence de l'autre, ce qui va faire qu'il va faire moins d'erreurs vibratoires par rapport à le déploiement de la conscience de l'esprit à la surface de la Terre, à la différence du voisin. Donc, ça se peut que sa parole soit plus ajustée et ses actions sur le plan énergétique que le voisin, sauf qu'en contrepartie, ça se peut qu'il ait eu à souffrir davantage de situations chocs dans sa vie que le voisin qui a connu une vie qui ressemble davantage à un long fleuve tranquille où il n'y a pas eu trop d'obstacles. Par contre, c'est sûr que si l'individu réfléchit à sa condition puis réfléchit à la condition du voisin, c'est sûr qu'il peut souffrir. Mais s'il est amené à réfléchir, c'est parce qu'il est influencé par l'astral. S'il est influencé par l'astral, c'est-à-dire qu'il est sorti de son centre. S'il est sorti de son centre, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il va se faire vampiriser ses énergies par l'astral. Et est-ce que rester dans son centre, c'est facile? La réponse, c'est non. On est entouré de gens astralisés, on est entouré de gens qui cherchent à vampiriser nos énergies vitales par tous les moyens possibles et imaginables. L'individu qui se conscientise est appelé à vivre dans une société qui est en situation de survie sur le plan énergétique car elle n'est pas capable de se renouveler créativement. Donc, elle n'est pas en mode vie. Est-ce que l'individu peut changer la société? Ben, il peut changer s'il a là la vibration de le faire. Mais s'il veut changer la société alors qu'il n'est pas mandaté pour faire ça, ben, il va perdre de l'énergie, il va jouer au sauveur, il va se donner un rôle psychologique. Est-ce que c'est souhaitable que la société change rapidement? La réponse c'est non, parce que ça va trop déstabiliser de personnes et ça risque d'être pire que s'il y avait une masse encore de gens qui restent dans l'état d'inconscience. La conscience, pourquoi que, par exemple, il y a des gens inconscients qui vont diriger d'autres individus? Si je pose la question à l'esprit, il va me dire, ben, c'est qu'à quelque part, présentement, c'est pas le temps qu'on passe d'une société qui soit dirigée par des êtres totalement conscients.
Par contre, si je dis, ouais, mais c'est parce que ça occasionne beaucoup d'erreurs, ce que ça me répond, c'est que ça peut pas être autrement. Puis le fait qu'ils sont inconscients, les gens, ils souffrent moins de la lucidité perceptive relative aux erreurs commises que pour avoir des gens très conscients, parce qu'ils le voient pas. Mais éventuellement, quand ils vont le voir, ils vont souffrir de qu'est-ce qu'ils voient en termes d'inconscience, mais pour pas souffrir de sa conscience de manière à vivre dans un état d'insatisfabilité dans son rapport à la société, ben l'individu doit se détacher à quelque part de la société, donc sortir du sens commun, parce que si quelqu'un est très attaché à la société puis s'identifie à un peuple particulier, alors que le peuple est en situation de déclin démographique, dans une situation de problème financier, d'endettement ou autre, puis la personne réfléchit à ça, elle va souffrir. Et l'esprit peut dire à l'individu, c'est pas de tes affaires. Toi, tu te trouves dans un peuple donné, mais qu'est-ce que vit le collectif? C'est pas de tes affaires, occupe-toi de toi. Et c'est sûr que l'individu est très spiritualisé depuis son enfance. Il peut se sentir coupable s'il pense à lui. Mais il faut que je sois capable d'aller au-delà de ça. Aller au-delà du sens commun qui peut être véhiculé, par exemple, par la religion ou la volonté de faire preuve d'altruisme, d'aider les autres, aider les démunis, aider les pauvres et valoriser. Donc, dans un sens, dans le passé, pour des gens qui étaient très orgueilleux, qui étaient dominants, de les amener à faire preuve plus d'humilité qui étaient très égocentriques à aider les autres, c'est dans un sens, en termes d'ajustement, ça peut être intelligent par rapport à certains individus qui commencent à se conscientiser. Mais dans un autre sens, ça ne l'est pas parce que, à quelque part, la personne qui est sensible sur le plan de l'énergie va faire des ajustements qui sont ajustés aux autres. Donc, il ne doit pas surrajouter une volonté de l'ego à l'impulsion énergétique parce que l'autorégulation vibratoire qu'il va connaître va l'amener à agir d'une manière ajustée tout le temps, qui est en contact avec l'énergie de l'esprit, en œuvrant à partir du vide mental qui est un état qui est au-delà de la réflexion. Si je vous parle en sachant pas qu'est-ce que je vais dire, parce qu'aujourd'hui, je vous parle, il n'y a pas de notes, là, c'est pas comme dans le passé, je fais des enregistrements où je vais aborder le point 1, je vais aborder le point 2, le point 3. Non. L'enregistrement que je fais aujourd'hui est en relation, entre autres, certes, avec une incubation d'idées que j'ai connues dans le mental dans les derniers jours. Je prenais des marches à l'extérieur, étant donné qu'on est dans une période où il fait chaud. Et là, il me vient en tête des idées sur tel sujet, sur tel sujet. Là, aujourd'hui, je vous parle depuis tantôt, puis il y a des idées qui reviennent, qui ont été abordées, mais il y a d'autres idées aussi. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que ça, c'est mon ego? Là, il me reflète cette réalité-là, mais ils veulent parler à partir de ça parce que ça se peut qu'il y ait des personnes qui vivent le même questionnement. Quand est-ce que, dans le fond, on va avoir la preuve hors de tout doute de l'existence de l'esprit? Au niveau intellectuel, la réponse qui me vient en tête, c'est jamais... Disons que ça va pas bien, hein? Puis là, dans mon désir de l'ego, ça va avoir la preuve, puis ça me répond jamais. Puis là, il dit, tu parles avec nous autres, mais t'as pas de preuve qu'à quelque part, hors de tout doute, qu'on existe. Fait que là, c'est ça qui devient un petit peu tordu. Puis, de contenir sa conscience, c'est un défi, parce que les gens de la société vivent pas nécessairement ça. Puis il y a des gens qu'on peut parler avec une certaine vibration, puis ils peuvent absorber, d'autres non. Puis la vibration en nous va nous l'indiquer à quel niveau qu'on peut parler ou non. Mais des fois aussi, notre première impression, c'est la bonne. Dans le sens que si je reviens sortir au sens commun qui est le sujet de l'enregistrement abordé aujourd'hui, c'est que quand que j'étais plus jeune, j'étais plus distant par rapport à la société. Par la suite, je me suis laissé influencer. J'ai écouté un enregistrement à quelqu'un qui dit c'est bien le dialogue entre les gens de différentes générations, de parler aux personnes âgées. La réponse, c'est bien oui si on en a la vibration. Si on n'a pas la vibration, il ne faut pas le faire. Donc, quelqu'un peut être solitaire, c'est son impulsion de base. Là, il est influencé par des gens qui vont vers les autres. Finalement, il va vers les autres et se réalise qu'il était mieux seul que mal accompagné. Fait qu'il retourne dans son état d'individuation, sauf qu'il se sent plus coupable d'être de même parce que il réalise qu'il est de même parce qu'il n'a pas le choix d'être autrement compte tenu du contexte et de la circonstance. Par contre, quelqu'un peut être solitaire dans un mouvement d'ego. Ça, c'est une autre chose.
C'est subtil parce que quelqu'un peut être solitaire dans un mouvement d'esprit, puis il peut être solitaire dans un mouvement d'ego aussi. Dans un cas, c'est un mouvement d'esprit, sa conduite est ajustée. Dans l'autre cas, elle ne l'est pas. Tout ça, c'est selon la vibration. Et l'individu qui est honnête envers lui-même, qui est transparent, va savoir si son mouvement d'isolement ou de distanciation sociale est en relation avec une volonté qui lui est propre ou est en relation avec un mouvement d'orgueil associé à de l'ego. Ou en réaction avec les autres. Prenons par exemple le cas d'une personne qui a été blessée dans une relation de couple ou au niveau du travail. Puis là, par la suite, la personne ne veut plus être en couple ou ne veut plus travailler parce que le chat échaudé craint l'eau chaude. Donc la personne a peur de souffrir de nouveau. Donc à ce moment-là, la personne est en réaction en fonction d'un mémoriel traumatique associé à du passé. Si la personne vit en fonction d'un mémoriel traumatique associé au passé, au lieu de vivre en fonction de son esprit, la personne va s'appauvrir dans son rapport à l'environnement. Donc, si la personne se prive, s'empêche d'être en couple ou s'empêche de travailler parce qu'elle a déjà vécu de la souffrance dans le passé, puis elle réfléchit ça, ben, la personne est piégée psychologiquement à son attachement mémoriel au passé, alors que c'est pas parce que ça a mal été dans le passé que ça va mal aller de nouveau si elle est en couple ou si elle travaille. Donc, il y a des nuances à apporter et chaque expérience est unique. Et l'individu ne doit pas s'accrocher aux expériences parce que s'il s'accroche aux expériences, il n'est pas libre. Donc, par rapport au sujet, sortir du sens commun, l'esprit, ce qu'il me dit, c'est que c'est essentiel que l'individu qui se conscientise sorte du sens commun. D'ailleurs, il n'y a aucune individuation qui est possible sans se sortir individuellement du sens commun. Parce que l'individuation, c'est un mouvement de détachement du collectif, dont la sagesse populaire et le sens commun qui s'y rapportent. L'individu doit vivre sa vie en fonction de son sens propre. Son sens propre, il peut ne le saisir que de manière vibratoire. Et sur quoi s'appuie la conscience d'un individu nouveau? C'est sa disponibilité à la créativité interne qui peut se déployer à travers lui dans le temps de son esprit. C'est pas sa capacité à mémoriser des phrases, des maximes, des truismes, des citations relatives à la sagesse commune et de les mettre en application. C'est d'agir en fonction de lui-même. C'est sûr qu'aux yeux de la sagesse commune ou du sens commun, un individu qui se conscientise peut paraître comme étant égocentrique, quelqu'un de trop individualisé, mais en réalité, si l'individu est vraiment en contact avec l'esprit, il va pas chercher à nuire ou contrarier autrui, il va chercher à vivre sa vie pour lui, ce qui est pas pareil. Il n'y aura pas de volonté de vampiriser les autres, il n'y aura pas de volonté de leur imposer des choses, quoique il va y avoir une volonté puissante de sa part de ne pas se laisser imposer des choses par autrui pour des raisons de politesse ou de sens commun. Donc, l'individu qui se conscientise est prêt à déconstruire toutes les coutumes d'une société, d'une civilisation. Il est capable de faire des mouvements qui sont impopulaires, qui n'auront pas l'approbation du public, de la masse. Et d'ailleurs, le génie ou la nouveauté provient d'individus qui pensent au-delà de la boîte, qui pensent au-delà de la forme pour générer des choses nouvelles. Donc, une conscience générative, c'est sûr qu'elle ne peut pas être assujettie à une conscience mémorielle associée à une civilisation, parce qu'à ce moment-là, il est court-circuité dans son déploiement, dans son expression. Si à chaque fois que quelqu'un parle, il faut qu'il censure pour pas déplaire à autrui, Chris, il parlera jamais, ou s'il parle, il va répéter les choses que les autres savent déjà et il les amènera pas plus loin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu qui a une conscience vibratoire est réellement audacieux. Donc, il est capable de générer une parole qui va aller plus loin. Par contre, le prix à payer, c'est que ça crée des chocs par rapport aux gens qui sont stallés, qui sont liés, qui sont attachés au statut commun et qui se définissent en fonction du statut commun. Donc, l'individu nouveau est un être porteur de changement et les gens qui sont attachés au passé, qui sont mariés au mémoriel de leurs ancêtres,
C'est sûr qu'ils vont, s'ils sont en contact avec ces idées, vivre des chocs, ils vont vivre une certaine forme de souffrance. Quelqu'un peut prendre la parole dans un micro, dire des choses qui vont déplaire à autrui. Il reçoit des messages sur Internet qui vont trop loin, qui est ci, qui est ça. Si l'individu prend en considération les messages qui sont en relation avec le plan astral, qui cherche à le faire taire parce que le plan astral est une structure énergétique qui se nourrit de l'affiliation psychologique de l'individu liée à des croyances du passé, parce que quand il vit en fonction du mémorial du passé, il est sous contrôle, donc manipulable, alors que si l'individu est un vecteur d'idées nouvelles, il perd, dans le fond, le plan astral, son emprise sur lui, parce qu'il devient à l'image d'un cheval incontrôlable qu'on ne peut pas museler avec une laisse. Et la police de la pensée, la police psychologique pour l'encadrer, en relation avec un narratif officiel qui lui dit comment penser. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on fait cet enregistrement, les médias de masse sont les vecteurs du prêt à penser. On a le prêt à porter par rapport à l'habillement, par rapport aux tenues vestimentaires, mais en tant que société occidentale, on a aussi le prêt à penser qui nous est véhiculé à travers les médias de masse ou des influenceurs sur le web qui, dans le fond, vont induire des idées dans la tête à des gens sur comment ils doivent se comporter et penser. Mais c'est sûr que l'individu qui ose parler, ça va créer des chocs. S'il n'y a pas de choc qui est associé à la parole qui se veut nouvelle, ben il faut se poser la question à quel point qu'elle est nouvelle, parce qu'une parole nouvelle cherche à faire éclater les formes anciennes, bousculer des structures anciennes pour amener les choses plus loin. Donc, c'est sûr que si moi je parle en société à travers des enregistrements, puis il faut que je m'auto-censure tout le temps pour faire plaisir aux gens qui m'écoutent, Chris, mes enregistrements voudront rien dire. Ça va être juste de la complaisance psychologique pour maintenir des égos en affiliation avec des croyances relatives à l'astral et dans le statu quo. Donc, c'est ça. C'est ça si j'utilise des formes qui cherchent à trancher, comme le vocabulaire de pouvoir québécois, et qui est composé de jurons. Il y a des gens que ça ne fera pas plaisir. Si je m'exprime avec une certaine colère à travers mes propos puis intensité énergétique, c'est sûr qu'il y en a que ça ne plaira pas, qui vont aimer plutôt entendre une voix mielleuse ou une voix qui sert à faire. Une voix avec une certaine pause énergétique pour amener un état de calme, un état d'hypnose. Non, il y a toutes sortes de voix, il y a toutes sortes de fonctions à des voix. Il y a des voix qui servent à hypnotiser les gens, à les détendre, à faire des méditations guidées, mais il y a des voix qui cherchent aussi à activer. Et c'est sûr que la civilisation, en général, n'est pas intéressée au changement parce que ça l'amène, dans le fond, à modifier sa manière de se comporter, ça amène à créer des rééquilibrages énergétiques et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui vit beaucoup de changements, ça émane beaucoup d'ajustements énergétiques, de reconstruction de lui-même, de restructuration, tandis que quelqu'un qui est attaché à des formes, puis il peut rester avec ces formes-là longtemps, ben ça demande moins d'énergie à quelque part adaptative qu'être en contact avec des formes nouvelles qui viennent nous bousculer. Tout ça pour vous dire quoi? Ben que si vous sortez pas du sens commun, vous serez jamais libre. Et vous allez tout le temps être attaché à des formes anciennes, puis vous risquez de vous assujettir à une lourdeur psychologique, dans le fond, qui va vous abaisser vibratoirement. Et puis quand que vous serez tanné de l'abaissement vibratoire, ben vous pouvez monter en intensité. Des fois, je me fais récupérer. Récemment, j'ai écouté une personne parler là, des problèmes là, par rapport à son enfant handicapé pendant une demi-heure de temps, de manière polie, dans une dynamique absorbante, mais avec le recul, j'aurais mis fin à la conversation plus tôt, où j'aurais dit, ben là, par rapport à la dynamique que tu vis, qu'est-ce que tu peux faire pour apporter un changement, parce que tu n'as pas l'air d'accepter ça. Donc, puis la personne, elle s'aurait accomplie dans la tristesse, puis elle n'est pas capable de changer ça, ben écoute, écoutez, je passe à un autre appel où je veux amener la personne à parler d'un autre sujet. À un moment donné, ça me fait penser à discuter avec quelqu'un sur la rue qui voit des complots un peu partout, qui est très pessimiste, et dans le fond, il anticipait une espèce de société dictature, etc. Et il avait tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, puis les choses tournent mal.
Dans le passé, j'ai déjà eu cette tendance-là, mais là, je reflétais que finalement, les mesures pendant la période qu'on a dit de pandémie sont tombées, parce que lui, il voyait ça comme un enfermement. Et que à quelque part le nouveau standard social c'était comme irréversible, c'est que bon, à chaque fois qu'on se déplace dans un lieu public, que ce soit aller au cinéma, ça va prendre un passeport, ensuite aller au restaurant, aller partout. Donc la façon qu'ils voyaient ça, c'est que c'était une espèce de cercle vicieux. Là, je l'ai confronté en disant finalement les mesures sont tombées. Puis là, c'est sûr que par rapport à ça, il me dit ouais, mais il se prépare d'autres choses, puis il va voir ci, il va voir ça. Puis finalement, c'était tout le temps constamment des peurs. Puis à un moment, je le confrontais, puis moi-même, j'ai été confronté parce qu'au début de la pandémie, je voyais qu'il s'installait une forme de contrôle social. Ça m'amenait à vivre de la peur. Puis finalement, j'ai été pris dans des pensées et ruminations anxieuses en lien avec la pandémie qui m'ont amené à manquer de discernement. Et comme la réalité est tout autre aujourd'hui, ça veut dire qu'à quelque part, j'ai donné trop d'importance à des pensées qui occasionnaient de la peur. Et quelque part, il faut que je me réajuste. Il ne faut pas que je me fasse prendre avec d'autres pensées avec de la peur et des mesures de contrôle social. Finalement, cette personne-là, j'ai confronté sur certains faits. Puis s'il est assez transparent pour Ego, il dit ouais, mais il l'a pas fait. C'est comme l'examen de conscience en disant j'ai peut-être trop embarqué dans des trucs de peur. Moi, je l'ai fait, je le fais de mon côté. Bon, il n'y a pas nécessairement, s'il n'est pas prêt à le faire, il n'y a pas nécessairement à faire cet examen-là de conscience à ce stade-ci. Donc, présentement, vous pouvez peut-être entendre ma fille là, qui s'est rapprochée de moi. Je vais conclure bientôt cet enregistrement, mais tout ça pour dire que quand l'ego souffre d'une condition liée à l'attachement du mémoriel, il passe à autre chose. Donc la personne qui à un moment donné est obligée de constater que finalement les mesures de contrôle tombent, s'il est transparent et est honnête, dire finalement ça se passe pas comme je le prévoyais. Puis en fait, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, c'est même pas lui, cette personne-là, qui le prévoyait. Cette pensée-là est induite dans son mental, il lui a donné de l'importance en tant qu'ego, là, tout simplement. Mais pour compléter cet enregistrement qui porte sur sortir du sens commun, la sortie du sens commun, ultimement, va être en relation avec une impulsion vibratoire qui va provenir de l'esprit, qui va modifier l'ego, qui ne l'aura pas choisi. Donc, la sortie du sens commun de la part d'un ego va se faire malgré lui. C'est pas en fonction d'un désir subjectif, c'est en fonction d'une nécessité vibratoire qui va faire en sorte qu'il n'y a pas le choix. Donc, ultimement, c'est ça qui va amener la personne à sortir du sens commun. Et là-dessus, c'est ce qui va terminer cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.